Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cet épisode, ces coupures d'Internet depuis jeudi en Afrique de l'Ouest, un rappel de l'extrême nécessité que l'Afrique se dote enfin d'infrastructures robustes et surtout fiables qui pourront accompagner les ambitions digitales et souveraines des pays du continent. Les incidents sur les câbles sous-marins de fibre optique, comme vous le savez, indispensables pour la connectivité, ont ainsi touché plusieurs citoyens africains, mais aussi des acteurs économiques. Ce n'est pas la première panne de grande ampleur. Il y a 7 mois, 2 câbles de communication sous-marins sont rompus près de l'embouchure du fleuve Congo. Il a fallu 1 mois pour les réparer. Disposer des infrastructures télécoms et numériques, surtout, et parce qu'il y a une demande. Il y a cette démocratisation de l'accès à Internet, le e-commerce, l'élargissement des services bancaires en Afrique, ce qui impose une action pour protéger l'or de notre ère, la donnée. La protéger, mais aussi l'exploiter en interne, pourquoi pas. En tout cas, au Maroc, la réflexion est faite. La toute dernière, d'ailleurs, émane du Conseil économique, social et environnemental dans son avis sur autosaisine autour du cloud. Le Conseil recommande ainsi, entre autres, de mettre en place une solution de cloud souverain, public ou privé, au Maroc. Il y a d'autres recommandations, nous les discuterons tout à l'heure. Dans quel chaînon de la chaîne de valeur du cloud peut-on réellement et de manière réaliste assurer une souveraineté ? Qu'est-ce que la souveraineté numérique face aux menaces hybrides sur le cyberespace à l'ère de l'intelligence artificielle ? Et en parlant d'IA, les ambassadeurs américaines et marocains aux Nations Unies viennent de présenter la première résolution onusienne sur l'IA. De quoi s'agit-il ? Bref, beaucoup de questions ce soir auxquelles répondront les invités qui ont accepté l'invitation de questions d'actu. Tout d'abord, le président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, l'OSIM, Hicham Chigal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. Ça fait longtemps. Oui, merci pour l'invitation. Marhaba. Également avec nous, le directeur des solutions dans l'un des principaux data centers au Maroc. Il s'agit de N+1, Stéphane Guelfo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également sur le plateau de questions d'actu. Merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir renouvelé, toujours une joie que de l'accueillir, cette fois par Skype depuis Paris, l'expert IT et télécom, Khalid Ziani. Bonsoir Khalid Ziani, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir de se joindre à vos émissions. Largement partagé. Je commencerai par vous Khalid. Une panne géante d'Internet donc en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il ? Quelles sont les causes de cette panne? Est-ce qu'on les connaît déjà? Parce que bon, on parle de vétusté, d'autres sont en train d'évoquer d'autres raisons, alors qu'on attendait j'ai envie de dire la panne de l'autre côté de l'Afrique, plutôt du côté de la corne de l'Afrique, mais voilà, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment tout cela, comment en est-on arrivé là, tout simplement? Alors, il y a donc des câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique et qui desservent les différents pays de la façade atlantique. Ces câbles sous-marins ont des zones d'atterrissage pour desservir les différents pays, toute la partie câble de fibre optique terrestre. Eh bien, il y a eu un affaissement de terrain au large de Abidjan où atterrissent 5 câbles sous-marins et il y a 4 câbles qui ont été sectionnés dû à cet affaissement de terrain sous la mer. Ils ont été sectionnés et du coup tous les échanges Internet avec le reste du monde de la Côte d'Ivoire ont été coupés. Il y a un seul câble qui est resté en fonction, fort heureusement pour le Maroc, c'est celui de Maroc Télécom Ouest Africa et qui dessert la filiale de Maroc Télécom qui s'appelle Move. Donc, il a fallu d'urgence rerouter tout le trafic qui passait par les 4 câbles défectueux et qui desservaient la Côte d'Ivoire et même plusieurs pays africains, rerouter les routes vers le câble de Maroc Télécom Ouest Africa. Et donc, c'est typiquement comme un séisme qui s'est passé sous la mer au large de la Côte d'Ivoire.
Effectivement, donc bon, vous avez parlé de l'état aussi de ces câbles. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que l'état ou peut-être la maintenance de ces câbles est aussi à pointer du doigt? C'est pour ça qu'on se retrouve dans de tels scénarios. Alors, parmi les 4 câbles qui ont été sectionnés, ils ont tous entre 15 et 20 ans d'âge, donc ils sont quand même en fin de vie plutôt. Et la maintenance, non, c'est plutôt la conception. En fait, le point d'atterrissage sur la plage de Abidjan avait été choisi commun pour les 4 câbles. Et c'est pas des spécifications qu'on doit faire. En fait, on doit élargir les risques et ne pas faire atterrir les mêmes câbles aux mêmes endroits. Ce que Maroc Télécom, pour son câble, avait bien pris la précaution, lui, d'atterrir beaucoup plus loin. Et donc, il n'a pas été impacté par cet affaissement de terrain. Maroc Télécom qui a d'ailleurs publié un communiqué de presse pour d'abord rassurer ses clients, n'est-ce pas, fixes et mobiles, à travers donc, sa filiale Move Africa Côte d'Ivoire. Et rassurer les clients et aussi rappeler que tous les moyens sont mis en place pour justement répondre à la forte demande, parce que du coup, toute la demande se concentre sur l'infrastructure sur le câble de Maroc Télécom West Africa. Et comme c'est quand même des infrastructures restreintes, puisque le trafic a très très largement évolué depuis 20 ans, donc, c'est des câbles qui sont au seuil de saturation. Hein. Donc, rajouter du flux sur des câbles déjà saturés, c'est problématique. Donc, l'impact pour les clients de Move, la filiale de Maroc Télécom, c'est qu'ils vont avoir des ralentissements sur les services. Mais ça reste quand même le seul opérateur qui fonctionne actuellement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quid des autres pays? Stéphane Guelfo, vous connaissez bien les télécoms pour y avoir passé une partie de votre carrière. D'abord, quels sont les pays qui s'en sortent plus que les autres dans cette partie-là d'Afrique? Et aussi, quelles pourraient être les conséquences? J'ai évoqué certaines d'entre elles, donc sur les citoyens qui ne peuvent plus se connecter, mais aussi sur le tissu économique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire est plutôt un pays qui est bien connecté dans la région. Donc il y a on en parlait, des zones d'atterrissage de ces câbles-là. Donc les câbles, ils font le tour de toute la côte africaine. Donc ils vont atterrir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Donc en termes on va dire, de disponibilité de câbles, la Côte d'Ivoire était plutôt dans le haut du panier. On a certains pays qui vont avoir 1 ou 2 câbles seulement qui vont arriver, ce qui peut aussi être d'autant plus problématique. Et donc, vous avez parlé de l'impact. L'impact business, il est là et il est très fort parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans Internet. Alors, on peut penser à la messagerie, on peut penser au CRM, on peut penser à tout un tas d'activités où finalement, quand on n'a plus d'Internet, on n'a plus de business. Et là, l'impact, il est vraiment colossal. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir d'avoir de la redondance, d'avoir de la résilience, être capable de pouvoir continuer à fonctionner si on va perdre 1 ou 2 câbles. Après, là, c'est un cas qui est quand même un peu exceptionnel, je pense. Mais 4 câbles sur 5, c'est quand même exceptionnel. Est-ce que vous, selon votre expérience, on dit que cela risque de prendre 1 semaine avant que les choses ne rentrent dans l'ordre? Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant, sachant qu'il y a un autre cas, il date d'août dernier? Eh bien, ça a pris 1 mois. Non, parce que ça dépend exactement. Et c'était qu'un câble, hein. Enfin 2, pardon. Alors après, chaque opérateur est indépendant et donc chaque opérateur de câble va travailler en parallèle. Néanmoins, 1 semaine pour réparer, ça dépend vraiment de la position de là où est le problème. C'est que si on est en haute mer, etc., ça peut prendre beaucoup plus que ça. Et la facture risque d'être vraiment salée pour les opérateurs, pour le coup. Exactement. Ça coûte cher, hein, ce genre de réparation. Je ne peux pas. Khalid Ziani? Oui, ça coûte excessivement cher. Hein. Donc, c'est plusieurs millions de dollars pour réparer les 4 câbles.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut aussi tirer les enseignements de Justement, ce problème. Ça nous rappelle à cette fameuse question de, n'est-ce pas, pour les infrastructures, est-ce qu'il faut mutualiser, ne pas mutualiser, comment mutualiser? Finalement, c'est une réalité que nous vivons au Maroc, mais c'est une réalité que nous partageons avec les pays frères en Afrique subsaharienne, quoi. Exactement, et dans un contexte de pénurie de câbles, il n'y a pas assez de câbles. Et donc, il y a là, en l'occurrence, l'arrivée, la zone d'atterrissage des 4 câbles était la même. Donc, et le chemin emprunté via une faille sous-marine. Donc, c'est des choses qu'il ne faut plus faire et qu'il faut éviter à l'avenir. Et troisièmement, chaque opérateur ne se base pas sur un seul chemin de câble ou un seul opérateur de câble sous-marin. En général, il prévoit des backups, d'autres chemins de secours. Et là, en l'occurrence, même les chemins de secours ont été défaillants. Donc, même dans le choix du chemin de secours, il faut s'assurer que le chemin n'emprunte pas la même voie. Et donc, ça, ce sont des enseignements qu'il faut tirer des incidents qui arrivent comme cela. Sachant aussi que, en fait, cet incident est arrivé juste après les autres incidents qui, eux, sont plutôt d'ordre criminel en mer Rouge. Ben oui. Et là, il y a eu donc des coupures de câbles qui ont impacté le trafic, mais pas avec un fort impact. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Afrique est un consommateur de services numériques. Exact. Il n'est pas un producteur de services numériques. Et de ce fait, il dépend totalement des liens qui le rattachent aux zones où sont produits ces services numériques, et notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie, où sont situés les data centers, où sont hébergées les applications les plus utilisées. Et donc, l'architecture des serveurs est à considérer. Et d'ailleurs, c'est exactement pourquoi on n'envisage pas des solutions télécom sans l'analyse des flux, comment ils se passent. En l'occurrence, par exemple, la Côte d'Ivoire, il n'y avait plus de messagerie. Pourquoi? Parce que les serveurs de messagerie de Google ou de Microsoft étaient basés en Europe, hébergés en Europe. Donc, ils ont été coupés de tous ces services. Donc, quand un pays analyse sa dépendance ou sa souveraineté, il faut qu'il prenne en considération à la fois la partie hébergement et serveur d'hébergement et la partie télécom et câbles qui le relient au reste du monde. Et c'est ces deux combinaisons-là qui peuvent faire apprécier la dépendance, la souveraineté ou l'interdépendance ou la vulnérabilité dans les systèmes d'information. Justement, ces incidents, Khalid Ziani, ces incidents ont surtout révélé cette faiblesse, cette fragilité qu'ont les infrastructures d'un côté, et cette fragilité aussi de ce concept qu'on appelle, vous l'avez évoqué, et merci de me faciliter la transition, n'est-ce pas? Vous avez évoqué cette question de souveraineté numérique. Alors, on parle de souveraineté numérique. Hicham Chiguer, depuis quelques années d'ailleurs, au sein de l'OSIM, ce sont des débats qui ont été menés, la réflexion a été menée, des études aussi ont été menées. Mais est-ce qu'en 2024, on peut encore parler de souveraineté numérique? Est-ce qu'on en parle sous d'autres cieux? Est-ce qu'on parle de souveraineté numérique aux États-Unis, en Europe? Ou c'est parce que nous sommes des consommateurs et nous sommes en Afrique que nous en sommes encore là à discuter de la souveraineté numérique? Oui, très très bonne. En tout cas, c'est une réflexion qui est assez globale. Elle n'est pas que africaine, parce que même l'Europe
À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, notamment sur l'intelligence artificielle, on parle de souveraineté sur l'intelligence artificielle. On commence à parler un petit peu de ces sujets-là. Et donc, à chaque fois, c'est un sujet. À chaque fois qu'il y a quelque chose. Alors, on est en retard par rapport au cloud, par rapport à ces aspects au niveau de l'Afrique, quand bien même il y a une ouverture d'esprit, on va dire, à ce niveau-là. Mais on prend quand même du retard sur ce sujet, on ne cesse pas de le dire. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays africains qui prennent leur bâton de pèlerin pour pouvoir travailler sur cette notion de souveraineté numérique. Et les éléments ou les prérequis, parmi ces prérequis-là, c'était le sujet effectivement des câbles sous-marins et de la connectivité vis-à-vis du monde. Et parmi ces sujets-là, si je peux donner juste un élément par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que la problématique, ce n'est pas le fait de desservir ces pays-là, c'est l'architecture. C'est-à-dire quand on met en place une architecture, il faut qu'elle soit diversifiée. Il faudra qu'on étudie toutes les possibilités de rupture d'un pays. Et c'est là où on parle de souveraineté. Là, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, mais plusieurs pays, quand on voit les câbles, comment ils sont desservis, c'est au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, et si on voit aussi de l'Afrique de l'Est, c'est la même chose. Et en fait, ils passent, mais le problème, c'est que quand il y a un pays qui prend le même point d'entrée pour tous les câbles, c'est un SPOF, c'est un Single Point of Failure. Et donc ça, en termes d'architecture, il n'est pas admissible de faire ce genre de... Alors, je peux comprendre, parce que c'est une question de coût, c'est une question d'investissement, et je peux comprendre qu'on peut prendre des décisions hâtives dans ce sens-là pour dire, bon, on a une entrée des câbles sous-marins et on va investir peu, sinon il faudra investir sur plusieurs points sur le territoire, ce qui a été fait le cas aussi c'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas d'autres pays, de l'Égypte aussi. Là, on se retrouve effectivement quand il y a une problématique, que ce soit une section de ces câbles-là, et si ça se trouve au point d'entrée de ces pays-là, effectivement, il y a un problème dans ce sens-là. Et donc, automatiquement, on se retrouve dans la problématique de souveraineté d'un pays, déjà. Mais là, pour ce point-là... Vous parlez de souveraineté sur l'infrastructure telco. Exactement. Sur les télécoms. Sur les télécoms, voilà. Sur ce point-là, effectivement. Maintenant, le sujet plus global de la souveraineté, c'est qu'aujourd'hui, on est dépendant de toutes les infrastructures externes et qu'on a très peu d'investisseurs africains. Le Maroc Télécom a fait son propre câble, il y a d'autres qui font leur propre câble, mais qui restent privés et qui coûtent ce que ça coûte pour que les autres puissent en bénéficier. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant pour qu'il y ait un consortium africain qui puisse investir sur des câbles sous-marins pour l'Afrique, made in Africa, et qu'on puisse avoir aussi, il faut savoir aussi que l'une des spécificités des câbles, c'est aussi de gérer au mieux les délais de latence. Et ça, c'est très important pour les transactions financières, pour toutes les transactions temps réel. Et quand on a des câbles qui sont récents, généralement, on améliore la latence des câbles-là, et je pense que c'est important à le souligner. Maintenant, de façon globale, effectivement, on a un retard sur la souveraineté de façon globale, que ce soit au niveau des data centers, le cloud de façon globale, et il y a une disparité entre un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique du Sud ou l'Afrique du Nord. L'Afrique du Sud qui, justement, héberge, c'est le cas de le dire, la moitié, c'est les chiffres de 2020 ou de 2021, attestent que l'Afrique du Sud seulement héberge la moitié des data centers africains. Il y a quand même des questions à se poser. Alors que le besoin, il est beaucoup plus élevé que cela, si on voit le nombre de data centers. Justement, vous avez attaqué justement la question des data centers. Mais si on venait à parler de la chaîne de valeur du cloud, pour les data centers, de quels éléments est-elle composée? Et c'est la question que je posais dans mon préambule. Où se situe la souveraineté dans chacun de ces chaînons? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que
toutes les transactions que nous faisons aujourd'hui sur le plan business passent forcément par des infrastructures. Donc la connectivité, elle est importante. On a un besoin en termes d'infrastructures de data center. On a un besoin d'infrastructures. Donc le data center, c'est du hardware, c'est-à-dire le data center, ce sont des serveurs qui hébergent la data. Exactement. Aujourd'hui, l'Afrique ne pense pas de la même façon que pense aujourd'hui l'Union européenne. On n'a pas une espèce de discussion pour pouvoir créer quelque chose, une régulation, une réglementation, de telle façon à ce qu'on puisse héberger entre nous, entre pays africains, les données, qu'on puisse se partager en toute sécurité dans ce sens-là, comme le fait aujourd'hui l'Union européenne à travers la RGPD, etc. Donc je pense qu'il y a matière à faire à ce niveau-là pour pouvoir commencer à créer cette souveraineté. Deuxième des choses, nous avons des hyperscalers, c'est les Amazon, les Google, les Microsoft, etc., où il faut qu'on les ramène, parce que de toute façon, si on veut accéder à des services cloud pour les entreprises privées, on a besoin de ces hyperscalers pour qu'ils soient installés, etc., ou à travers des data centers présents qui ont des partenariats dans ce sens-là. Et en troisième lieu, il y a un besoin de data center local, ou plutôt pour des services de gouvernement, pour les données très sensibles. Et on a besoin aussi de ce genre d'infrastructure parce qu'on a des données sensibles et on juge qu'un certain nombre de données ne doivent pas sortir du territoire du pays. Et dans ce cas-là, il y a un investissement à faire à ce niveau-là, notamment sur tout ce qui tourne autour du e-gov aujourd'hui. Il y a une partie qui est considérée comme critique, sensible, qui ne devrait pas sortir, on va dire, d'un data center sous la houlette du gouvernement ou en tout cas de la partie qui gère la sensibilité de cette data-là. Oui, mais si elle est tellement sensible, est-ce que la garder dans un seul endroit ne risque pas aussi d'être ou ne constitue pas un risque en soi? C'est-à-dire de la garder dans un data center, pas dans des fichiers papier, mais la garder dans un data center, le data center prend feu. C'est la notion du cloud. Est inondé. C'est la notion du cloud. La notion du cloud veut dire qu'il y a un certain nombre de data centers qui sont répartis soit dans le territoire national, soit dans un territoire plus élargi avec plusieurs pays, notamment, comme le font certains aujourd'hui, c'est de trouver des accords entre pays pour pouvoir héberger un certain nombre de backups en dehors du territoire national. Parce que s'il y a une catastrophe dans le pays, on peut toujours retrouver un certain nombre de données sensibles dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devrions faire. Si je prends le cas du Maroc, des ministères, et voilà, donc chaque ministère, il gère à sa façon avec du backup, effectivement, avec de la redondance, etc. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une catastrophe naturelle qui va peut-être endommager tout ce cloud-là au niveau national. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan de backup, qu'on appelle le Disaster Recovery Plan, pour qu'on puisse gérer cette situation-là? Et là, effectivement, à l'échelle de l'entreprise, c'est plus micro, et donc on arrive à gérer ça avec... pour les entreprises privées, que ce soit, on fait un bout au niveau national, un bout sur un cloud à l'international, et on arrive à gérer ça. Maintenant, c'est un peu plus difficile et un peu plus critique de pouvoir le faire dans des services gouvernementaux avec des données qui sont un peu plus critiques, parce qu'il faut verrouiller beaucoup d'aspects sur la réglementation, sur les accords, etc., pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus sécurisé à ce niveau-là. Et donc, les besoins du secteur privé et du secteur public sont différents. L'architecture à mettre en place, elle est différente, elle est un peu plus simple pour le privé que pour le public. Et pour le public, il y a un besoin de réflexion globale et surtout de partenariat, pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi avec, que ce soit des mastodontes ou même à l'échelle d'autres pays, pour pouvoir créer cette synergie et de créer ce Disaster Recovery Plan pour un pays et pour pouvoir garantir cette souveraineté. Mais la réflexion, elle est déjà en cours. Oui.
Il y a une réflexion et je pense que tout le monde Enfin, il est réfléchit. déjà en cours, quand je dis cela, il est déjà en cours depuis quelques années déjà. Oui, il faut Même passer à rien que l'action. dans cette émission, nous l'avons traité à plusieurs reprises. C'est pour ça que Il faut passer à l'action, c'est ça ce qu'il nous faut. Hmm. Exactement. je retiens ça et nous y reviendrons à l'action. Stéphane Guelfo, sur l'aspect réglementaire, donc N+1 Data Center, pardon, elle a donc des fleurons de la tech marocaine, qui est dirigée d'ailleurs par un Marocain, qui vient d'ailleurs de signer un contrat d'ailleurs avec l'État marocain, et n'est pas adossé à ce qui fait, entre autres, la spécificité de ce data center, ce qui n'est pas adossé à un opérateur télécom. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui fait que ça aide dans ce concept de la souveraineté numérique? Alors ça rejoint surtout les concepts qu'on vient de discuter, d'architecture, de redondance, etc. En n'étant pas adossé à un opérateur télécom, on est carrière neutrale. Donc ça veut dire, finalement, tous les opérateurs sont présents dans les data centers de N+1. Et puis, imaginons qu'il y ait une panne globale sur l'un des opérateurs, on continue à fournir de l'Internet parce qu'on va passer par un deuxième opérateur. C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez 4 câbles, s'il y en a 3 qui tombent, on va passer par le 4e. Là, c'est la même chose. Et ce côté-là de neutralité, il est important, il est vraiment dans les gènes de N+1. De la même manière, on a besoin d'avoir plusieurs opérateurs cloud qui vont chacun apporter leur propre solution. Moi, je voudrais revenir sur le point qui a été dit et qui est très important pour moi, qui est le fait de faire venir les hyperscalers au Maroc. Parce que aujourd'hui, on dit, voilà, pas d'Internet, j'ai plus de messagerie, j'ai plus rien. Peut-être que l'une des solutions, c'est de dire, si une partie des services, il est hébergé au Maroc, on va finalement être moins dépendant de ces liaisons Internet parce qu'on va produire une partie des services directement au Maroc. Donc c'est un point qui est important pour moi aussi. Donc, selon vous, c'est un prérequis. Le fait de ramener des hyperscalers au Maroc, c'est un prérequis. Est-ce que le cadre réglementaire aussi est un prérequis? Est-ce que c'est le cadre réglementaire qui freine l'arrivée des hyperscalers? Enfin, on aimerait bien comprendre pourquoi on n'a pas un Google, un Amazon et d'autres, des GAFAM, des 5 fantastiques. Les 5 fantastiques. Alors, je pense que le cadre réglementaire, il est vu comme un frein par les entreprises au Maroc. Aujourd'hui, il y a une espèce de superposition de cadres réglementaires entre ce que dit la DGSSI à propos des IIV, donc on parlait de la partie gouvernement, mais c'est un peu la même chose pour tout ce qui est infrastructure d'importance vitale, où on va mettre un certain nombre de règles, ce que la CNDP dit sur les données personnelles, ce que Banque Al Mreli, par exemple, dit pour le secteur des banques, et finalement, on va cumuler un ensemble de réglementations qui, au final, elles vont être perçues, je ne dis pas que c'est la réalité, mais elles sont perçues comme un frein. Et du coup, les gens vont dire, je vais pas me casser la tête, je reste sur mes solutions et on freine l'adoption du cloud. Et c'est vraiment dommage parce que tout à l'heure, vous avez posé la question, c'est quoi la plus-value du cloud? La plus-value du cloud, c'est qu'on va bénéficier vraiment de beaucoup de services qu'on ne peut pas fournir nous-mêmes. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au big data, etc. Et pour ça, on a besoin des services du cloud. Et donc, il faut qu'on lève un peu les freins, je pense, sur la partie réglementaire. Sur la partie réglementaire et sur la partie aussi, pour attirer ces hyperscalers, il faut, selon vous, agir sur quelle partie du puzzle? Alors, il y a plusieurs parties du puzzle. Il y a les hyperscalers, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une vision sur un business plan, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir des engagements, de voir qu'il y a une taille de marché. Donc, tout à l'heure, il y avait une remarque qui était très intéressante de dire peut-être que finalement, le Maroc, c'est bien, mais qu'il faut voir un peu plus large, d'une manière globale, en Afrique, comment est-ce qu'on peut proposer nos services dans l'ensemble des pays d'Afrique. Il faut qu'on soit capable de lever les freins réglementaires et de dire, si on fait des contrats de droit marocain, finalement, l'extraterritorialité des lois ne va pas forcément s'appliquer et on va appliquer en priorité la loi marocaine et ça va aider pas mal de choses. Et puis, je pense qu'il y a un problème aussi de formation. Donc, on
on doit avoir des compétences et développer les compétences au Maroc pour qu'on puisse arriver à faire développer l'écosystème. Non, les compétences sont formées pourvu qu'elles restent au Maroc. C'est là où le bas blesse. Alors, oui, c'est vrai. Le problème du recrutement, c'est un vrai problème qui est commun à l'ensemble. Oui, je vous entends. Et d'ailleurs, c'est évoqué à plusieurs reprises. Khalid Ziani, quand on parle de la taille du marché, est-ce qu'on a une idée vraiment objective et factuelle, vraiment, de la taille du marché au Maroc, de la taille du marché en Afrique? Est-ce qu'on a de la donnée qui nous permettent vraiment de quantifier ce marché-là? Quand on a des débats encore sur le taux de pénétration, notamment d'Internet. Alors, le marché marocain est un petit marché, très petit, puisque on évalue à peu près, si on avait à héberger tous les serveurs dans un data center, on serait plutôt à maximum 6 MW ou 8 MW, ce qui est petit par rapport aux autres pays avancés. Mais donc, en fait, dès la conception, il faut toujours envisager d'héberger pour plusieurs pays, pas seulement un seul. Donc, c'est dans cette architecture-là que vont venir les hyperscalers. Ou pas. Que vont venir ou pas. Ils estiment que l'investissement qu'ils vont faire, il va falloir beaucoup de temps pour le rentabiliser s'ils se cantonnent au seul marché marocain. Donc, et ça tombe bien puisque le Maroc a l'ambition d'être une digital nation et un hub pour la plaque africaine. Donc, le Maroc se présente vis-à-vis de ces hyperscalers toujours comme un hub continental. Sur toute l'Afrique, il y a à peine 450 MW. Ce 450 MW de data center, vous pouvez trouver cette capacité-là dans un seul pays en Europe. Donc c'est pour vous dire, la comparaison, elle est énorme. Et le déficit en Afrique est énorme. Donc la meilleure architecture, en tout cas celle que propose le Maroc, c'est d'attirer les hyperscalers, exactement comme l'a fait l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les 4 hyperscalers sont installés en Afrique du Sud, et c'est pour cela que l'Afrique du Sud héberge plus de 50% des données qui sont diffusées sur la plaque africaine. Mais le Maroc pourrait jouer exactement le même rôle. Donc, il doit... Si vous avez traité... Voilà, je veux du concret, Khalid, vous me connaissez. Voilà, vous avez traité l'aspect réglementaire. Effectivement, nous avons un problème et il faut vraiment fixer le problème. Le problème est dans la réglementation des télécoms, puisque ces hyperscalers sont exigeants à la fois sur les structures d'hébergement, donc les data centers, l'énergie, la sécurité, la redondance, mais également et surtout les télécoms. Ce sont des très gros consommateurs de télécoms. Quand ils viennent dans un pays et qu'on leur dit non, il faut passer par un des 3 opérateurs si vous voulez venir, parce que la loi accorde les télécoms sur l'espace public uniquement aux opérateurs qui ont des licences, là, pour eux, ils font marche arrière. Ils sont déjà venus. Le Maroc est, dans sa situation géographique, est très attirant et très attractif. Géographique, énergétique aussi, parce que c'est très énergivore, même le foncier. Enfin, je veux dire, on a tout pour héberger ça, et pourquoi toujours pas? Nous avons un problème de réglementation dans les télécoms. Mais si c'est... Pardon, excusez-moi, parce que tout à l'heure on parlait... C'est Khalid, juste pour que je comprenne. Si ce data center n'est pas adossé à un telco, pourquoi la loi télécom, elle devrait régir un data center? Oui, mais la nature même d'un data center, c'est d'être popé par plusieurs sources télécom. Vous avez 3, 4 opérateurs,
plus des opérateurs d'infrastructures télécom qui viennent se plugger sur ce data center. Pourquoi? Parce que les clients qui sont à l'intérieur de ce data center ont besoin de diversifier leurs sources, de backuper leurs sources, et donc nous avons absolument besoin de nouveaux opérateurs d'infrastructures télécom qui proposent des télécoms au prix de gros, ce qu'on appelle le wholesale. Ce maillon de la chaîne, nous ne l'avons pas au Maroc. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'opérateurs d'infrastructures télécom au Maroc. Ils existent partout où vous avez des data centers en Europe ou aux États-Unis, en Asie, il y a des opérateurs d'infrastructures télécom qui proposent des télécoms en wholesale. L'opérateur de cloud, il diffuse ses services via les télécoms. Donc, pour lui, il est hors de question de diffuser ses services via des opérateurs commerciaux oui, qui vendent normal. les télécoms au prix de détail. C'est impossible, c'est infaisable. Donc, nous sommes dans cette équation-là au Maroc et il faut expliquer. D'ailleurs, même, il faut vraiment que nos dirigeants prennent conscience que le principal frein, c'est cette réglementation des télécoms qui verrouille la partie télécom aux détenteurs de licences d'opérateurs télécoms commerciaux. Il faut créer de nouvelles licences opérateurs d'infrastructures télécom, permettre la venue et l'investissement de nouveaux opérateurs d'infrastructures télécom, et là, on aura les 4 grands hyperscalers, puisqu'ils sont déjà venus, ils ont fourni à la NRT les prérequis, leurs prérequis, d'avoir un accès. Ce que vous dites là, Khalid Ziani, c'est que... Attends, je vais vous arrêter. Donc, on a déjà reçu une offre d'un hyperscaler, c'est ce que vous dites, et ça a été proposé à l'Agence nationale de réglementation des télécoms, la NRT. Et la NRT n'a pas répondu aux exigences, aux spécifications techniques, aux prérequis techniques de cet hyperscaler. Je vous donne un seul exemple. L'hyperscaler Oracle Cloud, qui vient de signer avec N+1, va avoir besoin, s'il héberge toutes les bases Oracle au Maroc et en Afrique, il va avoir besoin de plusieurs dizaines de paires de fibres telco pour véhiculer le trafic jusqu'aux clients finaux. La totalité des paires de fibres détenues par les 3 opérateurs commerciaux ne dépasse pas peut-être une vingtaine de paires de fibres au Maroc. Donc, il va bien falloir offrir ou amener à Oracle Cloud la capacité télécom qu'il a besoin pour diffuser ses services sur le Maroc et sur l'Afrique. Et ça, notre réglementation télécom ne le permet pas. Il va falloir, pour attirer Google, Google Cloud, dès la première signature, il vous demande 14 paires de fibres. Dès la première signature. 14 paires de fibres, nous ne les avons pas. Même dans nos câbles sous-marins, nous ne les avons pas. Donc, c'est l'opérateur d'infrastructure télécom qui va investir dans les 14 paires de fibres et l'offrir à Google en lui assurant une redondance des chemins et autres. Ce n'est pas le métier des opérateurs télécoms commerciaux de détail. C'est un autre métier. Et ça, très bien. Il va falloir qu'on l'introduise au Maroc. C'est le chaînon manquant. Et nous n'aurons pas seulement Oracle Cloud, nous aurons Google Cloud, Microsoft Cloud et Amazon Web Services. Ils viendront tous héberger au Maroc parce que nous avons beaucoup d'atouts sur les autres parties, notamment l'énergie renouvelable pour alimenter les data centers. Nous avons des compétences jeunes et bien formées au Maroc qui sont recherchées et qu'on nous prend pour aller les emmener à l'étranger. Donc,
et nous avons une zone géographique rêvée pour. Oui, c'est pour ça que effectivement, voilà. il est quand même logique et légitime qu'on s'étonne devant le fait qu'on n'accueille toujours pas un hyperscaler. Mais là, je pense que l'idée est très claire, Khalid Ziani. Oui, effectivement. Alors, juste pour avancer un peu, peut-être dans la discussion, Hicham Chiguer, on a parlé des stratégies de ces données, de comment cela marche. Donc, qui dit souveraineté numérique dit aussi cybersécurité, si je ne me trompe pas. Et il se trouve que l'OSIM, en partenariat avec PwC Maroc, ont mené une étude. Là, on va vraiment s'attaquer au secteur privé, aux entreprises. C'est un échantillonnage d'une centaine d'entreprises, n'est-ce pas? Et c'est une étude qui a duré quand même 4 mois. Est-ce que vous pouvez d'abord partager avec nous les principales menaces, les principaux risques de ce diagnostic-là que vous avez mené auprès de PwC et les conclusions de cette étude pour peut-être donner encore plus d'arguments pour accélérer cette souveraineté numérique, pour accélérer le pas vers cette souveraineté numérique? Très bien. Je voulais juste rajouter 2 sujets, j'entame très vite sur... Alors, il y a 2 autres éléments en plus de la partie, effectivement, télécom et câbles. C'est tout ce qui tourne autour de la protection des données. Parce que dans le cahier de charge aussi, il y a un certain nombre s'il y a un litige avec un des clients sur lequel la data, elle est sur... le localiser dans un pays, il ne faut pas que l'hyperscaler soit attaqué. Et il ne faut pas qu'il y ait une autorité qui vienne dans ce data center, dans ce cloud-là, pour pouvoir retirer cette donnée-là, quand bien même elle soit sensible, critique ou quelle que soit la situation. Ça veut dire qu'il y a aussi une souveraineté de l'hyperscaler, parce que ça fait partie aussi de contrats qu'il a avec ses clients. Donc il faudra qu'il y ait une autorité, un tribunal, une sentence, etc. Et ensuite, on fait les choses dans les règles de l'art. Chose qu'il va falloir donner des garanties par rapport à ces hyperscalers qui s'installent. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est en termes de sécurité des données, en termes de cybersecurity. Et donc aussi, il y a une réglementation dans ce sens-là. Et donc, il faut mettre en place tout le dispositif pour que cet hyperscaler puisse fonctionner sereinement dans un pays et qu'il puisse avoir aussi les garanties nécessaires dans ce sens-là. Donc il y a des réglementations sur la protection des données, il y a des réglementations aussi sur les autorités qui gèrent la partie cybersécurité ou la sécurité de l'information dans le pays. Et c'est pour ça qu'il faudra ne pas réfléchir à l'échelle nationale, je pense qu'on est tous d'accord, mais de réfléchir à l'échelle régionale, voire continentale, parce que l'économie à l'échelle nationale ne justifie pas l'arrivée d'un hyperscaler, comme c'est le cas en Afrique du Sud ou ailleurs. Et donc, c'est toujours dans une région. Et d'ailleurs, même quand ils s'installent, ils disent, quand ils s'installent dans un pays, ils disent c'est la région Cape Town qui est installée à Cape Town. Mais la région ne veut pas dire le pays. Elle veut dire toutes les données ou tous les services qui peuvent tourner autour de cet hyperscaler à l'échelle de la région. Mais le Maroc n'a pas perdu cette course vers les hyperscalers. Parce qu'il y a eu quelques rumeurs, on a entendu parler du Sénégal, peut-être qu'il se positionnait, ou d'un autre pays. Mais pour l'instant, je vois que Khalid aussi infirme. Mais effectivement, le Maroc est toujours dans la course. Il est toujours dans la course. Je pense qu'aujourd'hui, on doit juste lever quelques verrous, je pense qu'on est trop sécure sur notre démarche. On est prudent. Très, très, très sécure par rapport à ça. Je pense qu'il faudra juste avoir un peu de l'audace pour pouvoir discuter les vrais sujets et de dire qu'est-ce qui peut arriver. Comme on dit, on fait une architecture des risques et de dire si on laisse faire ça, quel est le garde-fou derrière. Et quand vous écoute, vous, parce que vous êtes justement les utilisateurs de ces systèmes d'information, vous êtes à même de connaître cette cartographie des risques, n'est-ce pas, des cyberrisques. Donc il faut juste peut-être prendre en compte ces études, prendre en compte les inputs des professionnels du secteur, comme des experts d'ailleurs comme Khalid Ziani, peut-être pour revoir notre copie et se repositionner. Je vous donne un exemple très concret. Les entreprises, je parlais des entreprises marocaines qui sont
qui sont aussi installés dans d'autres pays en Afrique. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a pas mal. Quand une entreprise s'installe, forcément, la première des choses, c'est de dire comment garantir l'accessibilité de la data entre les différents pays pour pouvoir travailler correctement. Et donc, pour pouvoir le faire, il y a forcément cette histoire d'architecture, forcément cette histoire de redondance, forcément cette histoire de backup, de disaster recovery plan à mettre en place parce que on ne part jamais avec un seul opérateur, on part avec 2, voire même 3. Et pour l'avoir vécu, c'est ce que nous faisons généralement, et surtout quand on part en Afrique de l'Ouest et ailleurs, c'est de pouvoir toujours multiplier les connexions. On ne multiplie pas forcément on va dire les services, mais quand il s'agit d'infrastructures, on les multiplie parce qu'on sait que c'est un single point of failure aujourd'hui au niveau de l'Afrique de façon globale. Maintenant, si je reviens sur la partie cybersécurité, oui, effectivement, la surveille qu'on a appelée osimètre de la cybersécurité avec PwC nous a permis de révéler un certain nombre d'informations, mais aussi de confirmer un certain nombre de positionnements de la situation du Maroc à l'échelle internationale. Parce que nous avons vocation à l'OSIM de dire on a besoin de la data d'entreprises marocaines, de DSI marocains, de RSSI marocains pour pouvoir connaître notre environnement et de dire est-ce que nous avons les mêmes risques que les autres pays ou est-ce que peut-être que nous avons des risques un peu différents. On se retrouve un petit peu sur le même échiquier à l'échelle internationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit qu'au Maroc, les dirigeants de l'entreprise considèrent que la cybersécurité est une des priorités de leurs entreprises et qu'aujourd'hui, on voit que les budgets qui sont alloués à la cybersécurité sont des budgets qui continuent à progresser d'année en année pour atteindre, on va dire, le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires équivalent, parce qu'il y a des ratios dans ce sens-là. Pour donner une idée, c'est entre 0,3 et 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ça peut peser très gros pour les grandes entreprises. Et il y a aussi un sujet de... le Maroc, aujourd'hui, il est menacé beaucoup plus qu'avant. Parce qu'on est beaucoup plus visible qu'avant, parce que le Maroc a une notoriété à l'échelle internationale et on commence à avoir de l'attractivité vis-à-vis des cyber-hackers. Et ça a démarré, je ne veux pas dire que ça a démarré, mais en tout cas ça a accentué, accéléré depuis le Covid. Et donc on a vu qu'il y avait une recrudescence juste incroyable au niveau des hackers. Et aujourd'hui, nous sommes quand même positionnés numéro 1 sur les transactions bancaires en termes d'attaque, numéro 2 sur les ransomware au niveau de l'Afrique, et on continue d'avoir ça. L'avantage, c'est que nous avons une réglementation cette fois-ci qui est bien bétonnée à travers la DGSSI, et on est même très bien positionné à l'échelle internationale sur les index à ce niveau-là, donc on est dans le top 40 mondiaux, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il y a cette notion d'OIV des entreprises, on va dire, d'instance, comment on dit ça Importance vitale. Voilà, d'importance vitale, merci, qui aujourd'hui, ils sont assujettis à cette réglementation qui est régie par la DGSSI, au même titre que les entreprises publiques et le gouvernement de façon globale, ministère, office, etc. Pour les entreprises privées, ils suivent, on va dire, les standards internationaux. Ils peuvent aussi suivre la réglementation locale. Et on voit qu'aujourd'hui, les dirigeants sont de plus en plus aware, ça veut dire conscients de la problématique de la cybersécurité et surtout de l'impact des attaques une fois que ça arrive. Et ils sont aussi conscients de l'impact des attaques et du fait que le cloud constitue aussi une réponse à ces cybercraintes. Alors, le positionnement du cloud par rapport à la résilience, elle est hyper importante. Avant, on dit on a besoin de notre propre data center dans mon coin et je vais tout verrouiller.
Physiquement, oui, on peut verrouiller. Mais qu'en est-il quand on commence à avoir des accès Internet et des accès point à point avec l'extérieur? Dès qu'on a ces accès-là, ça devient de plus en plus difficile. On a le deuxième sujet, et je pense que c'est le plus important, quand bien même le premier, on peut le gérer. Le deuxième est beaucoup plus important, c'est l'aspect humain. L'aspect humain est le maillon faible de tout ce dispositif de sécurité qu'on peut mettre au sein d'une entreprise. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas sensibilisé et s'il ne manipule pas correctement et ne fait pas attention à un certain nombre de messages ou d'informations ou de ce qu'il reçoit et il appuie sur n'importe quel lien qu'il reçoit, il mettra en péril tout le dispositif de sécurité de l'entreprise par le simple clic d'un lien. Et donc, du coup, il y a un cheval de Troie. Vous pensez que le mindset a changé? Vous avez parlé de mindset tout à l'heure. Exactement. Il y a un mindset qui a été changé. Je pense aujourd'hui, on a de plus en plus d'appétence à investir sur les dispositifs de sécurité. On a aussi l'appétence de dire que la meilleure façon de sécuriser notre donnée et notre business, c'est d'aller sur le cloud. OK. Alors, d'aller sur le cloud, est-ce que ces informations sont 100% sécurisées? Un dernier mot, Stéphane Guelfo. Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que aller vers le cloud, c'est aller vers plus de sécurité d'une manière générale. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les moyens qui peuvent être mis en place par une entreprise pour sécuriser sa propre IT. Tout à l'heure, on disait j'ai mon data center, j'ai mes serveurs et je les regarde et ils sont chez moi, ils sont bien au chaud. Et j'ai 2 ingénieurs sécurité. Allez, on va prendre la plus grande banque marocaine, ils ont peut-être 50 ingénieurs sécurité. Par rapport à un Google, AWS, Oracle, qui vont avoir des centaines et des centaines d'ingénieurs qui ne font que ça, on a globalement un niveau de sécurité qui sera plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'aller dans le cloud pour être protégé. Il faut quand même mettre en place des mécanismes d'architecture. Donc il y a des frameworks qui existent, qui sont là pour ça. Mais d'une manière générale, moi je pense que c'est vraiment un point positif. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui est une initiative Secnum Cloud, qui est la labellisation de la sécurité du cloud. C'est une initiative française et européenne. Et je pense que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer au Maroc pour aller labelliser les clouds qui sont au Maroc. Et pour aller dire, voilà, on a respecté un certain nombre de sécurité. On se l'a dit, à part les telcos et vous, qui détenez 84% du marché, je veux dire, le marché du cloud non plus, on est loin pour labelliser. En tout cas, merci beaucoup. Rêvons, il y a 4 data centers au Maroc. Rêvons, mais agissons aussi. Merci beaucoup, Stéphane Guelfo. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur des solutions N+1 Data Center. Khalid Ziani, merci. Merci. Et bien sûr, mes remerciements aussi au président de l'OSDIM, Hicham Chigal. Merci aussi d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.